Pius Dravena Dahulen, qui veut dire quelque chose. Yambert Duval. Ah, pardon. Oui, j'aurais une question à M. Collin, purement technique. Quand Persson allait faire ses enquêtes, il enregistrait un magnéto ou il prenait des notes? La plupart du temps, il prenait des notes. Il n'y a pas de témoignage. Mais par contre, il prenait des notes de manière extrêmement serrée et précise. Il a absolument gardé toutes ces notes. Et ces notes sont actuellement aux archives du Centre des mondes africains, la bibliothèque dont on parlait tout à l'heure. Des documents extrêmement précieux. Elles n'ont pas été publiées. Elles sont en cours d'inventaire et probablement des extraits vont ressortir dans le blog. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Yambert Duval de Dravena Dahulen. Yambert demande la parole. Oui, je voudrais demander à nos amis africains, et à M. Collin aussi, la colonisation est venue par la mer en grande partie. Je ne parle pas de la colonisation arabe et musulmane, mais européenne. Et les frontières des nouveaux pays africains sont perpendiculaires à la Méditerranée et ont coupé des communautés ethniques avec l'arbitraire de ces frontières-là. Comment nos amis africains qui ont conscience de l'intérêt de la sauvegarde de ces langues et cultures africaines peuvent résoudre le problème vu les frontières étatiques qui existent avec une certaine jalousie de ces néo-États qui, quelquefois, tout en se débarrassant du colonisateur, ont malheureusement gardé le jacobinisme et l'ont reproduit au sein de leur propre État. Comment voit-il l'avenir dans ce domaine-là? La question des frontières. C'est à vous, M. Bonin, si vous le souhaitez. Ok, je commence. Je voudrais d'abord dire que les frontières, l'océan par lequel la colonisation est venue, c'est l'Atlantique. Il y a eu une petite erreur, c'est pas la Méditerranée, c'est l'Atlantique. Et pour la question des langues, je voulais dire que la situation varie légèrement de pays en pays. Il y a un certain nombre de pays où la question se pose avec moins d'acuité, où il y a une langue qui traverse pratiquement tout le pays. Vous prenez le Sénégal, le problème est posé de façon moindre par rapport à la Côte d'Ivoire. Vous prenez le Mali et même un peu le Burkina et la Guinée, le problème se pose de façon moindre par rapport à la Côte d'Ivoire, parce que pour ces trois pays, il y a une langue qui se parle, n'est-ce pas, d'un bout à l'autre, et qui peut même être parlée, ou qui est même parlée dans toute la sous-région. C'est le malinké, avec des variantes bien sûr, mais qui se parle au Mali, qui se parle en Guinée, qui se parle dans une grande partie de la Côte d'Ivoire, et donc qui pourrait être, n'est-ce pas, être instrument qui permet une amorce de résolution de cette question. Dans un pays comme le mien, la Côte d'Ivoire, le problème se pose effectivement avec beaucoup plus d'acuité, parce qu'il y a une multiplicité de langues. Initialement, on peut dire qu'il y a une quarantaine de langues, mais quand on fait donc la classification en voyant quels sont les éléments qui peuvent les réunir, il y a 4 grandes aires culturelles. Donc, il y a possibilité de le trouver. Véritablement, ce qu'il manque, c'est la volonté et le courage politique qui manquent. Des études sont faites sur chacune de ces langues. Certaines sont même écrites. Nous avons un institut qui est assez dynamique. L'Institut LILA, l'Institut de langue appliquée, qui a donc fait des études et même transcrit beaucoup de ces langues. Ce qu'il manque encore, c'est véritablement la volonté politique. Les intellectuels en parlent, des groupes se constituent, mais comme vous le savez, comme on l'a dit depuis ce matin,
ce qui coiffe tout cela, c'est la volonté politique. Et c'est cette volonté politique qui manque, parce que dans le cadre de la Côte d'Ivoire, aucun homme politique ne veut avoir la faveur, ne serait-ce qu'un groupe, et s'attirer les foudres de 3 ou de 4 autres groupes politiques, culturels. C'est ça la difficulté. Sinon, il existe donc des études qui sont faites. Il y a de la volonté, enfin, la conscience qui est là au niveau des intellectuels, mais il manque la volonté politique. Est-ce que M. Collin souhaite intervenir? Brièvement, je voudrais appeler l'attention sur un débat auquel Yves Persson a participé, j'y étais d'ailleurs moi aussi, organisé par Jeune Afrique sur le problème des frontières. Nous en avons le texte et je pense d'ailleurs que dans la republication d'un certain nombre de textes importants d'Yves, ce texte devrait avoir sa place. Et en fait, si vous voulez, la thèse défendue à cette occasion était de dire il faut investir l'imagination dans le statut des frontières, ne pas considérer les frontières comme des manières de séparer, mais au contraire comme des manières de réunir. La frontière peut avoir une richesse extraordinaire si c'est un lieu de rencontre, de passage, et non pas d'exclusion. Donc là, je crois qu'il y a vraiment toute une mine tout à fait importante à creuser. Maintenant, en ce qui concerne le côté linguistique proprement dit, bien, il est clair qu'un certain nombre de pays ont engagé des expériences passionnantes. Le Mali est parmi ceux qui sont en pointe, mais en définitive, à travers de très grandes difficultés, parce qu'on s'est rendu compte, et là je rejoins tout à fait ce que disait mon voisin tout à l'heure, dans la classe politique, les obstacles, alors que techniquement les éléments existent et que les expériences ont été menées sur le terrain, techniquement ça marche, mais politiquement, il n'y a pas encore une conscience suffisante, disons, pour gérer l'intérêt commun. Il y a toute la notion d'intérêt commun, là, tant qu'il n'y aura pas de gestion d'intérêt commun, l'Afrique restera balkanisée. Ça touche aussi un peu ce qui se passe bien plus près d'ici. À moins qu'il y ait une dernière question, nous allons clore le débat et nos deux intervenants précédents. S'il y a une dernière question, allons-y. Tendez le micro. Et à M. Collin, que pouvait dire Senghor sur la certitude? Sur la certitude. Oui, puisque vous l'avez évoqué. Et rappelez que vous avez travaillé avec monsieur. J'ai été l'élève de Senghor, comme Yves Persson. Nous avons été son élève pendant 2 ans, ce qui voulait dire que toutes les semaines, nous avions un séminaire de Senghor à notre programme. Et Senghor s'intéressait beaucoup à notre qualité de personne, à notre qualité de breton, parce qu'il savait que nous avions aussi vécu, disons, des phases d'oppression culturelle et que nous étions aux prises avec ce problème de la langue des racines par rapport à la langue dite d'utilité. Et là, je crois, et c'est Senghor lui-même qui nous disait, à personne comme à moi, eh bien, comparons notre manégritude avec votre certitude. Et nous avons des choses à nous dire. Voilà. Merci. Je vous recommande d'ailleurs la lecture du dernier ouvrage de M. Collin, Mémoire d'une jeunesse bretonne. De mon enfance bretonne. De mon enfance bretonne. Édition Ouest France. Ouest France. C'est pas chez Skolbrez, c'est à Ouest France. Ouest France. Le prochain sera peut-être à Skolbrez. Je vous remercie.